Aujourd'hui, grande première dans le balado-tade, je ne reçois pas une, mais deux invités. Deux invités qui ont le nez dans le trafic au niveau des communications, deux personnes qui font partie de la même agence. Ils vont venir nous parler de stratégie de communication sur le web et aussi on va faire un petit détour, pas le choix de parler, de la possibilité d'embaucher des blogueurs, des influenceurs ou des créateurs de contenu. Aujourd'hui, je reçois Vanessa Bourdeau, qui est présidente et fondatrice de l'agence Comer, et je reçois aussi Anne-Catherine Couturier, qui est stratège principale pour l'agence Comer. Donc, comme ils se disent, je reçois deux commères dans ce 9e balado-tade. Je vous souhaite la bienvenue et bonne écoute. Bonjour Vanessa, bonjour Anne-Catherine, comment ça va aujourd'hui? Allô Ça va Michel, ben moi ça va bien. super bien. Anne-Cat, toi? Oui, ça va super bien. Merci. Ouais, c'est notre premier balado que je travaille à trois, là. On est en train de roder ça, donc on va essayer de faire de notre mieux. Mais en premier, là, avant de commencer, j'aimerais ça. J'ai Vanessa, j'ai Anne-Catherine qui font partie de l'agence Comer et j'aimerais que vous parliez de vous avant de commencer, savoir vous êtes qui au niveau de votre parcours scolaire, professionnel pour en arriver où vous êtes présentement, là. Parfait. Ben, je vais me lancer. Dans le fond, Anne-Cat, je te laisserai poursuivre par après. Ben, moi, en fait, j'ai fait mes études en communication sans grande surprise. Là. J'ai étudié au Cégep dans le temps. Ça s'appelait le Conservatoire La Salle à Montréal. Donc, Feu Conservatoire. J'ai étudié là au Cégep. Après ça, j'ai fait un bac à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, en relations publiques que j'ai terminé il y a déjà quelques années, bientôt 10 ans. Donc, ça nous rajeunit pas quand on dit ça. Puis, ben, en fait, moi, je me suis lancée dans le monde des coms. Dans le fond, j'ai fait mon expérience dans un organisme à but non lucratif qui s'appelle Altergo à Montréal. Puis, c'est vraiment là où j'ai fait mes premières expériences. Là, je dis tout le temps que c'est là que j'ai fait mes dents. Puis, j'ai vraiment apprécié mon expérience. J'ai pu toucher à tout. J'ai pu toucher autant la gestion de communauté, corrélation de presse, à la rédaction en général. Fait que je me suis vraiment forgé une expérience dans cet organisme-là qui m'a fait confiance, en fait, qui m'a permis de toucher à tout puis d'apporter tout le temps un peu mon grain de sel quand j'étais là. Et je chérissais au plus profond de moi le rêve d'avoir mon entreprise quand j'étais plus jeune. Là, à partir de 16 ans, je disais que j'allais avoir mon entreprise plus tard. Je savais juste pas en quoi. Et ben là, étant amoureuse du domaine des coms, ben, j'ai fait 1+1 = 2. Donc, j'ai fondé ma petite agence de communication Comer, dans le fond, qui existe depuis 4 ans. Mais je me suis lancée à mon compte il y a 5 ans déjà. Donc, c'est un peu ce qui résume mon expérience. Puis, ben, Comer a évidemment grandi au fil des années et, entre autres, Anne-Cat s'est jointe à notre belle équipe, dans le fond, dans la dernière année. Donc, Anne-Cat, je te passe la POC. Oui. Dans le fond, moi, j'ai été à l'université à l'UQAM, dans le fond, comme Vanessa. Par contre, j'ai fait le parcours en communication marketing. Puis, j'ai gradué il y a 3-4 ans déjà. Puis, dans le fond, moi, j'ai commencé à faire un stage avec une personne qui était à son compte, c'est une stratège senior. Donc, rapidement, j'ai pu toucher un petit peu à tout. Donc, on faisait de la pige pour autant des grandes agences que nos propres clients. Fait que j'ai vu plusieurs stratégies, la gestion de communauté. Donc, j'ai pu rapidement savoir vers quoi m'enligner dans le futur. Puis, dans le fond, j'ai fait mon stage avec cette personne et j'ai travaillé avec elle pendant 2 ans. Et jusqu'à l'année passée, elle a été rachetée par une plus grosse agence et je l'ai suivie. Donc, je suis vraiment passée on était juste deux à une plus grande agence. Dans cette agence-là, j'ai appris énormément, mais je suis pas restée longtemps vu que moi, j'aimais vraiment ça, la proximité avec la personne que, tu sais, c'était vraiment comme mon mentor. Puis, je suis retournée à la base avec Comer, que je trouvais que c'était une petite équipe super jeune, dynamique. J'allais retrouver cette proximité-là avec les clients, avoir un peu plus de responsabilité aussi dans l'agence, parce que quand on est dans une plus grande agence, ben, tu sais, chacun a ses propres petits projets. Donc, c'est pour ça que là, ça fait déjà quelques mois que je suis chez Comer. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que ça te tentait pas de te sentir dans une case, puis toujours procéder à peu près faire les mêmes procédés pour pendant tes journées, là.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je veux pas généraliser parce que chaque agence est différente. Mais c'est sûr que moi, j'ai été habituée aussi d'être dans le volet administration. Tu sais, quand on est deux, c'est moi qui rencontrais également avec la personne les clients, la facturation, tout ça. Donc, tu sais, partir de tellement de responsabilités à, OK, ben, t'as des projets, mais tu sais, t'as pas beaucoup de lousse, là. Non, c'est ça. Donc, Puis je reviens là, à Vanessa, tu parlais du communautaire. Des fois, des gens qui ont peur d'aller dans des organismes à but non lucratif ou dans le communautaire. Ça a-tu été une école dans le sens, des fois, on arrive maximiser nos communications, maximiser le travail avec peu de moyens. Est-ce que ça se reflète là, quand tu travailles avec des clients aussi? Totalement. Tu sais, c'est clair que fallait qu'on fasse des miracles avec peu. Tu sais, c'était tout le temps ça, en fait, l'enjeu. C'était OK, parfait, ben, on veut devenir viral, mais on a 500 $ de budget. Tu sais. Fait que, je veux dire, fallait quand même faire vraiment, là, comme je dis, là, des grosses actions de communication, mais on n'avait jamais nécessairement le gros budget qui accompagnait nos ambitions, si je peux dire. Là. Donc, oui, c'est clair que pour moi, le fait d'avoir cette expérience-là à la base, aujourd'hui, ben, ça fait qu'un client qui nous dit j'ai 500 $ de budget, je peux-tu faire quelque chose? Ben oui, il y a possibilité. T'sais, on va pouvoir te dire puis te guider vers où aller. Des fois, c'est peut-être pas comme notre présence au quotidien à côté du client pour l'aider, mais c'est de l'accompagner, de le coacher, de le guider dans ses actions. Donc, oui, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Et c'est sûr que ça a joué beaucoup sur le rôle conseil qu'on joue aujourd'hui. Quand tu étais dans le communautaire, ça tombe à peu près dans les années où la publicité commençait dans les médias sociaux. Fait que ça a dû faire un genre de ouf, on va être capable de faire de quoi avec moins de budget que passer par les médias traditionnels. Là. Ça a dû faire un petit ouf. Clairement. Clairement, parce que, ben, on le sait, c'est pas un secret pour personne, investir, faire de la pub sur les médias sociaux, ben, ça nous en prend beaucoup moins que quand on veut mettre du budget dans les médias traditionnels qui demandent des sommes, des fois astronomiques, puis qui sont impensable, en fait, pour même une petite entreprise, même si c'est pas du communautaire, même juste une petite entreprise peut jamais s'accorder ou se donner la chance d'investir dans des médias traditionnels parce que c'est pas abordable, en fait, là, c'est pas viable. Puis au contraire, ben, les résultats qui vont découler de cette action-là dans les médias traditionnels, ben, va être peut-être moins bénéfique que tous les résultats qui peuvent découler des médias sociaux, finalement. Donc, le retour sur investissement est un peu moins important. Moi, puis on est capable des de fois. cibler notre clientèle un peu plus. Je vais C'est tomber clair. dans un des sujets, là, parce que bon, on a fait la transition de même avec les médias électroniques, puis c'est un peu votre créneau, les communications numériques. Puis, est-ce qu'il y a des tendances? Bon, c'est sûr qu'on connaît il y en a plein des médias qui sont là, mais est-ce qu'il y a des nouvelles tendances en 2022? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être plus populaires que d'autres au niveau des médias? Ben, les médias, mais les façons de communiquer ou les façons de les utiliser. Est-ce qu'il y a de quoi qui s'en vient? Ou des choses à oui. surveiller, là? Ben, c'est sûr que au niveau, si on parle de communication plus large, là, tu sais, oui, il y a les médias sociaux, mais aussi, tu sais, justement, les gens ont priorisé d'avoir une bonne présence sur leur site web. Fait que les gens ont switché leur budget pour avoir un site web qui est performant, Oui. qui est visible sur les moteurs de recherche. Donc, c'est sûr que nous aussi, chez Comer, oui, on est experts en médias sociaux, mais on fait de la rédaction aussi pour des articles de blog, par exemple, pour tout améliorer l'aspect visibilité. Fait que tout ce qui a trait à cette communication numérique est super important. Mais pour ce qui est des médias sociaux, ben c'est sûr que on entend souvent parler de TikTok. Là, Oui. Définitivement, c'est une grande tendance. Puis aussi les Reels d'Instagram qui est arrivé pour venir compétitionner cette plateforme-là. Donc, définitivement à surveiller, puis on voit déjà des super bons résultats. Les Reels, c'est privilégié par l'algorithme d'Instagram puisque c'est un nouveau format, puis c'est vraiment une bonne façon d'aller rejoindre des gens qui ne font pas partie de la communauté, des abonnés, des profils, que ce qu'avant, ben, c'était difficile, tu sais, sans payer pour rejoindre là, Plus large. plus large que ta communauté. Fait que ce format-là, ça a vraiment révolutionné, moi, je trouve personnellement, durant la dernière année. Mais tu sais, c'est sûr que si on parle de tendance, Facebook et LinkedIn sont quand même d'actualité. Les entreprises les utilisent encore. On voit encore des bons résultats, surtout en publicité parce que on peut cibler, là, comme tu disais un peu, Michel, super facilement avec ce type de médias-là numériques.
C'est ça. Est-ce que Van, tu as d'autres choses, d'autres tendances que tu as remarquées, toi, au courant de la dernière année? Ben, tu sais, on s'en parlait justement dans les derniers jours, Anne-Cat, mais tu sais, même tout ce qui est de comment est-ce qu'on pense le contenu, tu sais, tout ce qui est vraiment la création du contenu, il faut la penser différemment, tu sais, c'est pas, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut que ça soit, on appelle ça du marketing de contenu au final, puis c'est vraiment ça, c'est vendre parce qu'on crée. Donc, je pense que c'est vraiment ça à garder en tête. Puis avant, tu sais, les entreprises jouaient beaucoup sur la corde de j'ai un message à passer à mon public cible, donc voici mon message. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus l'inverse. C'est quoi que mon public cible veut savoir? Oh! Je suis désolée, il y a des animaux autour. Hein? Fait que c'est ça, c'est plus qu'est-ce que mon public cible veut savoir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, en fait, pour qu'ils se convertissent soit en consommateurs, soit juste en abonnés sur les médias sociaux ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment la façon de penser le contenu aussi. Je pense que c'est très important de garder ça en tête parce que c'est vraiment une tendance qu'on voit là, même chez les créateurs de contenu aussi, pas juste chez les marques et les entreprises. C'est ça, parce qu'au niveau des créateurs de contenu, on en voit, il y en a des nouveaux, il y en a qui s'essayent, il y en a qui copient d'autres, parce que, veux pas, c'est comme on parlait de TikTok, comment il y en a qui font la même blague, la même danse, et qui l'a fait en premier, c'est dur de se différencier, mais avec la quantité d'informations qu'on a, autant dans notre vie réelle que dans la vie virtuelle, ce qu'on a, on est exposé à plein d'informations. Y a-t-il une façon qu'on peut se différencier? Je sais que tu disais, Vanessa, ben il faut présenter ce que notre clientèle cible veut voir. Il faut les capter leur attention par ce qu'ils veulent et non ce qu'on veut diffuser. Est-ce que c'est rendu difficile d'être créatif avec tout ce qui se fait? Vas-y, Anne-Cat. Je te vois bouillonner. Ouais. Ben, c'est une bonne question. Puis je trouve que c'est le contraire. C'est qu'il y a tellement d'opportunités que c'est facile d'être créatif. Puis de sortir du lot parce que, tu sais, comme qu'on dit, l'information qu'on veut dire d'un compétiteur à l'autre, c'est sensiblement le même message. Tu sais, tout le monde veut parler de ses produits, parler de son équipe, par exemple. Fait comment se distinguer, c'est de la manière qu'on va le faire. Fait que c'est tant dans le ton qu'on va utiliser qui doit fitter avec la personnalité de ton entreprise, de ton équipe, mais aussi les visuels qu'on peut venir se distinguer avec des couleurs plus punchées. Sur les médias sociaux, comme tu dis, il y a beaucoup de contenu disponible. Fait que c'est comment sortir du lot, ben, c'est avoir un visuel qui est attrayant, c'est avoir une petite twist qui vient accrocher le lecteur, puis pas toujours donner tout cru dans le bec. Tu sais, on le voit, là, je vais faire des parallèles avec des entreprises, mais exemple, Chocolat Favori, qui annonce leur nouvelle saveur, ben, il y a tout le temps une photo avec un teaser que c'est flou, puis on vient engager la communauté. Ben, c'est beaucoup plus fun comme contenu que juste faire une publication. Ben voici une nouvelle crème glacée aux fraises, puis juste une publication, c'est tout. Fait que c'est vraiment de trouver une façon d'accrocher la communauté puis de l'engager. C'est ça qu'on recherche au final, c'est de l'engagement. Puis à court, moyen, long terme, ben plus moyen, long terme, ben ça va venir fidéliser cette communauté-là, puis augmenter les ventes et autres conversions souhaitées. Puis moi, j'allais compléter, tu sais, parce que tu demandais si c'était difficile d'être créatif, mais c'est aussi, comme je dis, ça fait partie de la job. Tu sais, ça fait partie de notre rôle en tant que communicateur ou marketeur, peu importe comment qu'on s'appelle. Ça fait partie de notre travail de se tenir au courant, de s'inspirer en allant voir aussi ce qui se fait ailleurs. Tu sais, moi, je dis tout le temps à l'équipe, c'est pas parce qu'on va voir ce qui se fait ailleurs qu'on copie. Au contraire, tu sais, c'est sûr qu'il faut aller tirer nos idées de quelque part. C'est rare que tu regardes ton mur ou ton plafond puis que c'est là que ça devient. Tu sais, c'est parce que tu as été fouillé, tu as été informé sur ce qui se fait, sur les tendances, sur, exemple, s'il y a un trend sur TikTok, ben, tu sais, c'est parce que tu te tiens à jour, donc tu es au courant. Puis je pense que c'est justement ce côté, cette flexibilité-là qu'on a dans notre travail, dans le fond, dans notre quotidien, qui vient justement faire en sorte que ben, ça nous permet de créer du contenu qui va être d'actualité, dans le fond. Là, chez Commerce, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne vraiment à la semaine. Donc, exemple, cette semaine, on crée le contenu pour nos clients pour la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup d'autres places où comment on fonctionne, c'est au mois, mais pour nous, on trouve que c'est moins d'actualité quand on fonctionne au mois. Des fois, on manque des tendances ou on manque un petit buzz qu'il y a eu sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment cette flexibilité-là, puis ça fait partie de notre travail.
Puis on sait que la tendance, des fois, c'est pas très, très long, là. Non. Puis, tu sais, ça permet d'être spontané. Puis, ce que je remarque, vous me direz, c'est ça, mais quand on est sur euh, quand on utilise ou qu'on est sur les stories, les reels, comme tu disais, ça permet aux gens d'être, bon, oui, spontané, être un peu plus ludique, mais en même temps, même si c'est pas parfait, je crois que les gens, ils pardonnent ça versus une publicité dans les médias traditionnels où il faut que ça soit soigné, tout ça. Je pense qu'il y a un petit côté plus homemade qui pourrait à la limite être qui est un peu plus accepté parce que si on parle de spontanéité, puis c'est monsieur, madame, tout le monde dans l'entreprise ou c'est le patron qui n'a pas nécessairement toutes les aptitudes de communication qui va arriver, qui va le faire, mais ça Mhm. ajoute un charme en même temps, là. Ben oui, parce que les médias sociaux, dans le fond, c'est les plateformes sur lesquelles on peut être le plus authentique possible. Parce que, dans le fond, c'est vraiment comme justement, on prend une balle au bond, des fois, il y a quelque chose qui se passe, on bondit là-dessus. Fait que oui, ça nous permet d'être pas tout à fait 100% léché, soit visuellement, ou que ça nous ait pas pris 6 heures faire un montage vidéo, puis c'est normal. Puis c'est parfait, en fait, parce que ça démontre le côté réactif, le côté authentique, le côté proche des gens aussi d'une marque ou d'une entreprise, les médias sociaux. Fait que je pense que c'est important de garder ce volet-là qui soit pas 100% léché, là. En avez-vous convaincu? Parce que, bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont suivi les tendances, qui ont embarqué dans les médias électroniques sans problème, qui ont embarqué même site web. Il y en a qui disaient, il y a 15, 16 ans, 17 ans, quand j'ai commencé à enseigner, c'était est-ce qu'on va sur le web? Là, c'est plutôt bon, j'y vais, mais comment là, avec la pandémie? Ouais, il faudrait faire une boutique en ligne parce que là, nos portes sont pas ouvertes, on peut cueillir à la porte, on peut faire de la livraison, tout ça, mais est-ce qu'il y en a que vous arrivez qui sont un peu plus traditionnels, qui ont accepté les sites web, puis là, vous arrivez, hey, vous êtes capable d'aller sur les médias sociaux? Est-ce qu'il y en a qui ont fait comme, mais qui ont dit, hey, c'est le fun, tu sais, qui ont changé leur fusil d'épaule parce qu'il y a des générations qui sont un peu plus sur les freins là, par rapport aux médias sociaux ou aux communications sur le web, Mhm. mais qui ont embarqué là-dedans, qui ont dit, écoute, c'est le fun, là. Ça a-tu arrivé un petit peu? Anne-Cat, t'avais-tu... Ben, c'est sûr que ça fait pas longtemps que je suis chez Comer, mais puis tu sais, Van, tu me diras si dans les années précédentes, tu avais un peu plus de, tu sais, justement, de ça, Mhm. mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même les générations plus âgées, tu sais, nos clients plus âgés, ben, ils prennent connaissance, puis ils viennent avec ce besoin-là, ils sont comme, ouais, j'y croyais pas, mais je pense vraiment que j'ai besoin d'être sur les médias sociaux. Fait qu'on n'a plus besoin de les convaincre ou donner mille et une raisons de pourquoi c'est bien d'être sur le web. Les gens, ils sont, ben, je pense qu'avec la pandémie, ça a tout mis ça dans leur face de comme, OK, ouais, ben, eux qui n'ont pas de site web, ils étaient comme, bon, j'étais un peu en retard, là, il aurait fallu que j'aille un site web. Fait que, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus allumés qu'avant, puis ils comprennent l'importance, puis nous, on est là pour les accompagner au quotidien, puis justement d'aiguiller leur stratégie pour se différencier de la compétition. Mais c'est ça. Ouais. Toi, Van, est-ce que... J'allais dire, je pense qu'on n'a plus besoin de les convaincre. C'est souvent qu'ils nous arrivent, ils nous disent, il faut que je sois sur les médias sociaux, mais comment est-ce que je fais pour être sur les médias sociaux? Puis Ouais. c'est là où nous, on va intervenir, puis que là, on va donner nos idées, nos conseils, on va les accompagner ou même le faire pour eux. Ça dépend des entreprises. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment plus ça. Puis même que je me remets il y a 5 ans, c'était différent. On dirait qu'à ce moment-là, oui, j'avais encore besoin de convaincre les gens, mais encore là, ça dépendait des plateformes. Tu sais, c'était plus Ouais. Facebook, c'était comme un peu un acquis, mais après ça, c'était LinkedIn. Il fallait être sur Twitter. Tu sais, c'était comme fallait que je convainque par rapport aux plateformes. Les médias sociaux, on dirait que c'était devenu un peu comme oui, on doit y être, mais on ne savait pas trop comment, où être en fait. Là, c'était plus ça. Maintenant, c'est comme je le sais qu'il faut que je sois sur telle plateforme, mais je ne sais pas comment le faire. Fait que, c'est comme si j'allais dire le struggle, désolé l'anglicisme, mais c'est comme si le problème, c'est plus justement là, de les convaincre, c'est plus de les accompagner puis de déployer pour eux une stratégie là, pour que ça soit efficace. Si je fais un Je veux- parallèle... Oh, Ouais, je voulais vas-y. juste dire un parallèle également. Il y a beaucoup de clients qui nous arrivent et ils disent ah, je veux être sur TikTok, mais
juste parce qu'ils ont entendu parler de TikTok, mais qui n'ont même pas nécessairement déjà un Instagram, par exemple, ou même un Facebook. Fait que les gens, ils veulent être sur les dernières tendances. Puis c'est même nous, des fois, qu'on est comme, ah, ben, tu sais, on va commencer par une autre plateforme, puis on verra, tu sais, après sur TikTok. Fait que, tu sais, c'est même, en tout cas, je trouve ça Oui. drôle, surtout avec l'arrivée des nouveaux formats, des nouvelles tendances. Les gens, ils veulent jump in. Oui, puis c'est que direct. avant de s'investir sur une plateforme, il faut comprendre c'est quoi notre public cible, il faut comprendre si justement cette plateforme-là nous permet de rejoindre ces personnes-là. Puis aussi à quelle fréquence on doit publier sur cette plateforme-là, parce que TikTok, mais c'est une des plateformes où on doit tellement publier fréquemment pour C'est être ça. vu, puis pouvoir vraiment en tirer des résultats. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important un peu de les aiguiller et de les informer sur qu'est-ce que ça implique à ce moment-là. Parce qu'il y a un double travail. Tu as le travail d'être présent souvent, régulièrement, mais de synthétiser pour que l'information passe rapidement, là. Oui, C'est- Parce que oui, c'est ça. le degré d'attention doit diminuer grandement quand on est rendu sur TikTok, là. Au Vas-y, niveau. Anne-Cat. Non, 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 mais je disais ça. Oui, je ben suis oui, tout à d'accord. fait. Oui, oui, tout à fait, exactement. Parce qu'on les voit dérouler. Oui, c'est Mais ça. si je fais un parallèle avec la région, tu disais, bon, on parle des PME, des petites entreprises qui arrivent, puis que l'accès à la publicité devient plus facile. Moi, je prends un exemple, bon, chez nous, les publicités, bon, les radios traditionnelles, les journaux qu'on a, c'est plus local. Je parlais à quelqu'un qui est à l'extérieur de Québec. Puis si vous voulez faire une publicité dans un journal, c'était le Journal de Québec. Chez vous, ça doit être la même affaire. Ça doit être Journal de Montréal, la presse, ces trucs-là. Fait que quand on arrive avec des plateformes, des solutions qui sont moins dispendieuses, là, ils doivent être heureux de pouvoir communiquer à petit prix, là, parce que une page d'un journal de Montréal, le samedi, ça ne doit pas être achetable, là. Ça doit coûter une hypothèque puis Oui. un bras, là. Ben, au moins le cash down, en tout cas. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair que oui, ça fait leur bonheur parce qu'en fait, sur les médias sociaux, on sait que le budget qu'on a à débourser souvent pour avoir des résultats est vraiment minime. Là, je veux dire, avec le 10e du prix qu'une page dans le Journal de Montréal un samedi peut coûter, mais avec le 10e de ce budget-là, on peut clairement faire quelque chose d'intéressant sur les médias À la sociaux. limite, tu Là. peux quasiment faire ton année, là. Ben, quasiment, là, tu sais. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est... oui. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on peut le mesurer, tu sais, cet impact-là d'une quelconque façon, parce qu'un journal, à la fin, on ne sait pas, tu sais, combien de personnes a lu, puis... On reçoit des rapports statistiques, mais c'est pas aussi... On peut pas en tirer autant de conclusions que quand nous-mêmes, on a accès aux stats, effectivement. C'est un super bon point, Anne-Cat. En temps réel, en même temps. Tout à fait. Exact. Oui, puis tu sais, ce qui est intéressant aussi, justement, là, avec le temps réel, c'est que ça nous permet d'apporter des modifications des fois aux publicités quand on se rend compte que c'est pas optimal ou que les résultats qu'on souhaitait, on les atteint pas. Fait que, tu sais, ça nous permet de jouer puis de monitorer, en fait, une campagne en temps réel, tandis que quand c'est envoyé en impression au Journal de Montréal, on peut pas revenir en arrière, là. Ouais, il est trop tard. Puis... C'est exactement ça. Et ça me mène à l'autre volet parce que, bon, je veux parler avec vous des communications numériques, mais aussi, bon, il y a les tendances, on a parlé des tendances des plateformes, mais à un moment donné, il y a les autres tendances, qu'il y a des gens qui se sont créés des emplois avec ça parce qu'il y a 10 ans, bon, il y en a qui voulaient être youtubeurs, mais là, il y a plein d'emplois, les créateurs de contenu, bon, les blogueurs, les influenceurs. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises où est-ce que c'est toujours utile d'engager ou de faire appel à une personnalité justement pour parler de notre produit ou essayer d'avoir un peu plus de visibilité? Bien, moi, je pense que c'est toujours d'actualité, oui. Dans le fond, d'autant plus avec les médias sociaux parce que ben, c'est plus juste via la télé ou via la radio. Ou, je veux dire, ça nous permet vraiment là, d'avoir accès à une bande qui est super intéressante, puis des gens qui ont leur propre communauté puis leur propre visibilité. Ils viennent un peu des médias eux-mêmes, au final, quand on regarde la masse de population qui rejoignent. Là. Fait que moi, je pense que c'est encore d'actualité. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on va faire affaire avec une personnalité connue. La recherche est hyper importante pour s'assurer que le fit est bon. Fait que, tu sais, oui, c'est intéressant, mais pas à tout prix, je pense. Je pense que, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il y a 2 degrés. Il y a, bon, les personnalités qui sont connues parce que, bon, ils ont des métiers, mais il y en a d'autres. Il y a des personnalités, comment que je peux dire, là, avec les nouveaux
Nouveaux comment je peux médias. dire? Ouais, les nouveaux médias, il y a des personnalités qui se sont créées de même. Il y en a. Est-ce que, comment je peux dire, c'est quoi les questions à se poser avant de dire je vais choisir une personne plutôt que l'autre? Parce que c'est bien beau qu'une personne de 200 000 abonnés au Québec, mais est-ce la bonne personne? Mhm. Ben, Mhm. Anne-Cat, tu hésites pas à compléter, tu sais, mais je pense une des grandes questions qu'il faut qu'on se pose, ben, c'est de se demander justement, faut qu'il y ait vraiment un fit naturel entre la personnalité puis la marque. Donc, il faut que ça soit faut que ça soit autant en cohérence avec ben, ses valeurs qu'elle transmet dans ses publications, dans ses textes, dans son contenu et tout. Puis aussi, ben, son mode de vie, son lifestyle. Tu sais, est-ce que si, exemple, là, je donne un exemple, là, mais que c'est une personne qui accorde une grande importance à l'environnement, c'est une maman aussi, ben, c'est sûr qu'une entreprise de, exemple, couche lavable pourrait avoir envie de faire affaire avec cette personne-là parce que ben, la personne a des valeurs environnementales, puis en même temps, elle est mère de famille, donc son mode de vie est en cohérence avec notre produit. Tu sais. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un fit en tant que tel. Puis, évidemment, ben, sans grande surprise, c'est quand même davantage des entreprises qui font du B2C, là, business to consumer, plutôt que du business to business, parce que ben, les entreprises qui s'adressent à un consommateur, ben, c'est la masse de la population qui est présente sur les médias sociaux. Souvent, on est présent sur les médias sociaux en notre chapeau personnel plutôt que professionnel, d'où l'importance là, que ça soit davantage des entreprises qui soient justement en B2C. Oui, puis c'est Puis, ça, puis je vais juste, oui, juste t'interrompre, là, dire, ben non, tout à de toute fait. façon, tu disais s'il y a un bon fit ou pas un bon fit avec la réactivité des communications aujourd'hui, si l'entreprise publie quelque chose ou si le blogueur va publier quelque chose qui ne rentre pas dans ses valeurs, qui ne fait pas de sens, les gens vont le dire, là. Ça sera pas long que les gens vont le savoir ou Tout à l'entreprise fait. va le savoir, là. Tout à fait. Puis ça s'est déjà vu que ça l'a fait un buzz dans tous les médias traditionnels. C'est une personne qui a fait affaire avec une entreprise qui ne correspondait pas nécessairement aux valeurs qu'elle transmettait habituellement au quotidien sur ses médias sociaux. Là. Donc, c'est sûr que les gens s'en rendent compte. Tu sais, les gens sont pas niaiseux, là, dans le fond. Les gens, Non. ils suivent une personne parce que ben, c'est en concordance avec ce qu'eux prônent aussi de leur côté. Fait que si après ça, il y a un produit qui est intégré, puis ils se rendent compte que ça cadre pas comme habituellement, ben c'est sûr qu'ils vont se désintéresser de toute façon de cette personne-là, puis ils vont se désintéresser de la marque aussi parce qu'en fait, la marque va avoir fait une mauvaise recherche, là, si je peux dire. Donc, ça sera pas, il n'y aura pas de positif nécessairement qu'on va en tirer. Mais c'est ça, avec le temps, ça fait bon quelques années depuis les YouTubeurs, on peut dire que ça a évolué dans les 10 dernières années, mais je pense que Mhm. quand les gens arrivent, sont plus prêts, ils se sont trouvés un créneau, puis ils ont déjà ils ont pensé à leur image. Avant, si on se garochait à gauche, à droite, on commençait à aller chercher ce qui était lucratif. Là, maintenant, il y a pas les parts de marché, les pointes de tarte sont assez larges pour chacun pour pouvoir je peux dire, rester dans le même créneau tout le temps, là. Ils n'ont Mhm. pas besoin de, comment je peux dire, là, faire la guidoune un peu, là. Je m'en vais à gauche chercher. Mais c'est ça Non, qui est tout à intéressant. Puis fait. la carrière se précise. Euh, Exact. y avait-tu d'autres choses à mentionner sur ce sujet Ben, moi, par qu'est-ce rapport que à je ça? pourrais rajouter aussi, c'est que il y a l'objectif derrière l'entreprise. Est-ce que mon produit, je veux avoir un match parfait, tu sais, avec une communauté fidèle, tu sais, de ce créateur de contenu-là, parce qu'il y a des créateurs de contenu qu'on appelle, nous, des macro-influenceurs ou des micro-influenceurs. Fait que si l'objectif de l'entreprise, c'est de rejoindre le plus de monde possible, ben là, on va aller avec quelqu'un qui est plus généraliste un petit peu, tu sais, Ouais. tandis que si on y va avec des petits créateurs de contenu, là, comme tu disais, Vanessa, je vais prendre ton exemple de la maman éco-responsable, ben, puis cette personne-là, peut-être elle a une petite communauté de 10 000, ben là, premièrement, ben, ça coûte moins cher ou, tu sais, dépendamment, là, pour Mhm. l'entreprise, vu que le nombre d'abonnés Et a moins un important. impact. Mhm. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, l'important, c'est de savoir c'est quoi ton objectif, puis après de choisir la meilleure personne parce une entreprise peut autant avoir un bon fit avec une personne, un macro-influenceur qu'un micro-influenceur. Par contre, le résultat ne sera pas le même. Fait qu'il y a aussi ça à prendre en considération. Puis Tout avec à fait. tout ce les recherches qu'on est capable de faire facilement, c'est sûr qu'à un moment donné, on a des dilemmes, là, les valeurs de l'entreprise, les valeurs de la personne, comme vous dites, son lifestyle.
Mais est-ce qu'il faut aller fouiller un petit peu en arrière? Qu'est-ce qu'elle faisait la personne? C'était quoi ses actions sur les médias? Parce qu'on peut reculer en arrière loin pour justement valider que cette personne-là a pas de... comment je peux dire? De Là, controverse un peu. ouais, de controverse, là, tu sais. C'est ça, parce qu'il y en a qui pouvaient être, tu sais, je sais pas, en politique, puis certaines affaires, ils créent de la controverse, puis là, ils arrivent, ben là, ils sont bio, puis ils vendent des savons, puis la fin de semaine, ils font du plein air, là, je sais pas, est-ce que... Tu sais, faut aller fouiller un peu dans le passé, là. Oui, ben, tu sais, je veux dire, il existe un super outil aussi pour fouiller, pour avoir une idée qui s'appelle Google. Ouais. Je vais en prendre note, excuse. Oui, c'est ça. Ça me fait plaisir de te le donner comme ça. C'est gratuit. Non, mais pour vrai, tu sais, veux pas, ça nous permet. Nous, c'est sûr qu'on va googler aussi pour voir, tu sais, ne serait-ce que des fois, tu sais, aller peut-être même voir son profil personnel sur les autres médias sociaux parce que cette personne-là est super populaire sur Instagram, par exemple. Ben, on veut quand même aller voir ça ressemble à quoi sur les autres plateformes pour voir si il n'y a pas juste un clash, puis au final, c'est du fake qu'on voit sur Instagram, par exemple. Puis, ben, c'est sûr qu'on recule aussi dans le contenu. Tu sais, on ne s'en tient pas non plus aux 2, 3 premières publications. On recule pour aller voir si c'est tout le temps en cohérence dans le temps. Puis aussi parce que c'est super important pour une entreprise qui veut faire affaire avec un influenceur de regarder l'engagement de la communauté aussi, puis la pertinence de sa communauté parce que, ben, si, exemple, elle a 50 000 abonnés, cette personne-là, mais qu'elle a juste 100 personnes qui réagissent ou qui interagissent avec son contenu, ben ça va être moins pertinent qu'une personne qui a peut-être 10 000 abonnés, mais qui a 2 000 personnes qui interagissent avec son contenu. Fait que c'est pour ça que c'est important aussi d'aller fouiller même à ce point-là pour voir les interactions qu'il y a sur les publications. Puis ça penche dans la balance au niveau de la recherche et du choix des personnes avec qui on va vouloir collaborer. Puis sûrement, à un moment donné, on regarde ça, puis on se dit, hey, ben, en 2021, elle a fait travailler pour un concurrent, puis en 2020, c'était un autre de nos concurrents, fait que ça doit limiter aussi, ça doit l'envoyer dans la voie de dégagement, là, un peu. Oui, tout à fait. C'est sûr que ça, quand on voit la concurrence, on est moins chaud à l'idée d'aller vers cette personne-là. Puis ben, même cette personne-là, si elle est intègre, ben, elle-même ne voudra sûrement pas faire affaire avec un concurrent, vu que par le passé, elle a travaillé avec d'autres entreprises. Là. Donc, voilà. Et je vais faire un parallèle aussi avec ça, c'est qu'on parle beaucoup de l'entreprise qui fait un choix de l'influenceur, mais de plus en plus, c'est l'influenceur qui accepte ou non cette collaboration-là. C'est pas parce que pour nous, une entreprise, par exemple, que c'est un bon fit avec tel influenceur, que celle-ci va accepter parce que, justement, tu sais, je veux pas dire qu'il y a des bons, des mauvais influenceurs, mais on va pas rentrer là-dedans, mais les créateurs de contenu, les petits créateurs de contenu, eux aussi, ils veulent garder leur crédibilité sur leur plateforme. Fait qu'ils vont vouloir privilégier des entreprises que ils utilisent au quotidien. Tu sais, par exemple, c'est un produit qu'eux aussi regardent les valeurs de l'entreprise. Fait que c'est vraiment comme un match parfait. Chacun se choisit. C'est pas un ou l'autre. Oui, parce qu'en même temps, s'il y en a qui disent « Ah, c'est juste de dire des affaires, présenter le produit », mais il y a beaucoup de travail en arrière de même juste une photo ou un 30 secondes TikTok. Il y a énormément d'ouvrages qui est là. Puis il y a des dépenses aussi parce que si tu veux être créatif, moi j'en suis que chaque photo sont dans un décor différent, photographe professionnel, etc. Donc tu te dis « Wow, comment coter ça ?» Mais il y a façon de faire plus simple, mais il y a quand même beaucoup d'ouvrages à faire en arrière d'une publication. Là. Totalement. Ben oui, 100%. Puis, tu sais, un autre parallèle que je veux faire, une publicité qu'on voit à la télé, ben il y a une équipe derrière qui a travaillé, puis on reconnaît ce travail-là. Puis c'est la même chose pour l'influenceur. Il prépare le contenu, il s'occupe du rédactionnel, il s'occupe du visuel, il s'assure que cette photo-là va intéresser sa communauté. Donc, tu sais, cette personne-là est comme un marketeur en soi. Donc, son travail est super bien fait, est super légitime. Puis, comme tu disais, Michel, c'est une job, là. Oui, c'est exact. C'est vraiment un travail, en fait. Puis je pense que
la qualité du contenu développé par les influenceurs penche aussi dans la balance, tu sais, vers qui on se tourne, avec qui on veut collaborer, parce que si on se rend compte que le contenu est toujours créé sur le coin d'une table, puis ça a l'air boboche, ben on veut pas s'associer à ça parce qu'on veut pas que notre marque ait l'air, tu sais, ait cette visibilité-là nécessairement, puis ait l'air de ça. Donc, je pense que effectivement, tu sais, même, tu sais, on disait que nous, dans notre job, on devait être créatifs au quotidien, ben eux doivent être ultra créatifs au quotidien aussi parce que il faut tout le temps qu'ils trouvent des décors, il faut tout le temps qu'ils créent une mise en scène. Des fois, ça peut paraître niaiseux, mais ça peut prendre une journée, une demi-journée. Oui. Tu sais, ça peut être vraiment long, faire une photo au final qui va être publiée. Là, Parce qu'en voilà. plus du contenu sponsorisé, il faut qu'ils fassent leur propre contenu autre, là, 100%. leur folie un peu, Oui. ou leur Ben, contenu, puis c'est oui, du il faut temps. que ça représente leur vie au final parce qu'on suit ces personnes-là pour qui elles sont, pas juste pour les marques qu'elles mettent de l'avant. Fait que c'est super important que ces personnes-là montrent leur quotidien aussi de façon générale. Fait que c'est sûr que ça prend du temps au quotidien, eux, de développer leur marque, là, parce que c'est vraiment leur image de marque. C'est eux-mêmes leur propre image de marque, en fait. Ça a-tu déjà arrivé de dire à quelqu'un, je pense que t'en fais trop, là. T'es trop présent, fait que ça va. T'auras plus l'attention des gens. C'est le fun, on te voit, mais des fois, c'est trop, là. Est-ce que c'est déjà arrivé ou. Je veux Ben, pas de nom, là, mais. non, 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 je serais pas allée à ce point-là. Ben, je pense que si c'est arrivé qu'on trouve, j'ai pas dit à cette personne-là que c'en était trop. Je me suis probablement juste désintéressée de son contenu, puis j'ai probablement arrêté de suivre cette personne-là au final. Donc, tu sais, Ouais. je pense que, puis c'est sûr que si une personne en fait trop, ben, on sera pas porté à collaborer avec cette personne-là. Mais en faire trop, c'est quoi? Tu sais, c'est quelle Ouais. quantité? Je pense que Ouais. tout est dans si c'est pertinent et si c'est intéressant, on va continuer à le regarder. OK. Mais ouais, je pense que Anne-Cat, t'avais-tu. Ben, tu sais, chaque personne est différente, puis peut-être que pour nous, personnellement, on trouve que la personne en parle trop, dit trop, mais pour une autre personne, c'est son influenceur préféré, par exemple, puis pour elle, il y en a jamais trop. Fait que je pense qu'il y a vraiment un public pour tout, puis il y a de la place pour tous les types d'influenceurs également. Mhm. Ouais, c'est sûr, parce que comme on se disait, comme je disais tantôt, on dirait que chacun a plus de facilité à se trouver rapidement un créneau. Puis en voyant tout ce qui se fait, ben, tu sais, on est capable de voir ça, je ferais pas ça, ça, je vais faire ça au niveau, ou ça, je prendrais pas ce style de vie-là, il y en a trop, parce que il y en Ouais. a qui, c'est comme tu disais, à regarder si les gens sont vrais ou sont fake, des fois, ça doit être facile à détecter, parce que juste au niveau du langage, au niveau de ses sorties, je sais pas, quelqu'un qui se dit explorateur en forêt, puis finalement, il fait ça dans un petit bois ou en arrière de chez eux. Là, à un moment donné, c'est tout le temps le même arbre qu'on voit, ça doit pas être Ouais, la c'est peine. ça. Hey, Des fois, mais c'est peut-être plusieurs photos du même shooting. On va y laisser le bénéfice du doute, mais effectivement, que si c'est rien que ça qui revient, on va se poser des questions sur ces sorties. Mais c'est sûr que le travail doit se faire rapidement parce qu'à un moment donné, il y a le shooting qui se fait, il y a la vidéo qui se fait, le montage, puis après ça, il doit y avoir une certaine approbation des fois soit par vous ou par votre client qui engage ces personnes-là. Il doit y avoir une approbation, puis ça doit se faire quand même assez vite. Quand tu dis que tu prépares les publications pour la semaine prochaine, c'est pas comme dans une revue qu'il y a un processus de 2 mois peut-être avant que ça paraisse, là. Fait que ça doit rouler, là. Ça dépend du type de campagne parce que, tu sais, oui, ces personnes-là font le contenu, mais nous, on a un regard, après le client a un regard, fait que ça se peut que la personne, elle doit retourner sur la planche à dessin, un peu comme une agence de com que la publicité était moins appréciée par le client au final. Puis, tu sais, il y a des campagnes aussi de marketing d'influence qui durent une année complète aussi, tu sais, c'est différents partenariats avec une entente, d'exemple, une vingtaine de publications à travers l'année. Fait que c'est un travail en continu. Mais tu sais, il n'y a pas un délai normal. Puis c'est pas nécessairement plus vite ou plus long. Tu sais, je pense que ça dépend de chaque influenceur, ça dépend du type de campagne, là. Fait que je pense pas je sais pas si c'est plus vite nécessairement. Van, t'as-tu... Je te dirais que moi, tu sais, par le passé, on s'entend, les campagnes, souvent, les gens nous envoyaient quand même assez rapidement le contenu pour approbation ou pour nous le montrer, puis un peu avoir
notre opinion. Mais fait que c'est sûr qu'on n'est pas, effectivement, on n'est pas comme un magazine où le magazine canne en septembre le contenu du mois de décembre. Là, on n'en est pas là, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus spontané, ponctuel. Je veux dire, on s'entend que les gens, ils publient de façon régulière. Fait qu'ils sont habitués un peu de créer du contenu. Je pense que ça se fait beaucoup plus rapidement. Mais effectivement, là, ça dépend vraiment du genre de campagne qu'on a, combien de publications qui sont incluses dans l'entente qu'on a avec l'influenceur. Surtout si, en fait, essentiellement, si c'est une collaboration qui est rémunérée. Puis, parce qu'il existe des collaborations non rémunérées où là, par contre, on n'a aucun droit de regard sur le contenu de l'influenceur. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, puis on ne sait pas si l'influenceur va en parler non plus. Fait que, voilà. Ouais. Ça, c'est plus touché des fois. Ouais, les médias traditionnels, des fois, c'est un peu plus long, ou des fois, il y en a que c'est quand même assez vite, mais quand on parle là, des communications numériques, on parle de spontanéité. Est-ce que des fois, ça peut nuire à la stratégie de communication des gens qui disent « Hey, j'ai ça, là, est-ce que ça peut nuire des fois, trop de spontanéité, là? » Les impulsifs du piton, là. Ben, c'est ça, j'allais dire. Je pense que ça, c'est quand, exemple, nos clients ont trop hâte de partager une nouvelle parce qu'eux sont tellement emballés par cette nouvelle-là qu'ils ne prennent pas le temps de bien l'intégrer dans une stratégie ou bien réfléchir autour qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer ça. Est-ce qu'il y a un communiqué de presse à envoyer? Est-ce qu'il y a une infolettre à monter? Est-ce qu'il y a un article de blog? Est-ce qu'il y a plein de choses des fois qu'on peut faire pour une belle nouvelle à annoncer? Il n'y a pas juste une publication Facebook ou une story Instagram. Là. Ça va plus loin que ça. Fait que ça, on veut bien armer les choses. Effectivement, que des fois, les médias sociaux peuvent peut-être nuire à un certain point parce que c'est trop facile de publier puis de se scooper soi-même au final. C'est un peu ça. C'est l'employé qui déballe la boîte. « Hey, on a reçu ça, je prends en photo, mais oui, c'est exclusif, il faut que ça soit lundi prochain là, qu'on le présente. » C'est ça. Ça, c'est sûr qu'à l'interne, il faut avoir une bonne communication aussi. Puis ça, les coms internes, c'est une autre branche, là, c'est une autre affaire. Mais, ça, c'est dans un autre balado, ça. Ah, bon, c'est super intéressant aussi. Hey, non, ça fait le tour parce que ça fait une quarantaine de minutes qu'on jase. Là, ça passe rapidement là, quand on parle de ça. Puis, je tiens à vous remercier. Y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter ou ça fait pas mal le tour du sujet? Je vous ai donné des sujets comme ça. On a jasé. Puis, moi, en tout cas, c'est très intéressant. Puis, je pense que les gens qui vont écouter ça, ça va les allumer peut-être un peu ou tout simplement, je ne vous ai pas demandé, mais vous avez répondu à ça, comment une spécialiste ou un spécialiste des coms peut nous aider, c'est faire une structure, structurer pour éviter d'être trop spontané ou dire n'importe quoi, n'importe comment, choisir n'importe qui. Là. Donc, la stratégie, c'est super important, puis ça, Anne-Cat pourrait vous en parler pendant des heures. Oui. On va dire aux gens, il y a Google, chercher stratégie. Non. J'utilise tes trucs. Hey, non, mais je vous remercie beaucoup, je vais dire les commères, d'avoir participé à ça. C'est super intéressant. Puis, je vais publier ça assez bientôt. Puis, j'espère que... je vous souhaite beaucoup de succès parce que je vois que vous êtes dynamique. Ça a l'air de vous allumer beaucoup. Puis, je souhaite un énorme succès dans les prochaines années. Merci beaucoup, Michel. C'est un plaisir de partager avec toi. Bye-bye. Bye.